Bonjour Alain Michel Jourda. Bonjour Jean-Max. Vous venez d'écrire un livre paru aux éditions Jacques Flamand, consacré au cinéma japonais à partir de 4 auteurs. Et déjà ma première question c'est pourquoi ce titre qui m'a beaucoup intrigué, Le bonsaï qui cache la forêt? Alors je pense que le titre, il faut le lire en filigrane, c'est-à-dire entre les lignes, c'est-à-dire il faut le lire de façon implicite. Alors le titre, Le bonsaï qui cache la forêt, déjà, il y a un jeu de mots évidemment, qui part d'une métonymie, d'une synecdote, c'est-à-dire la partie pour le tout et le tout pour la partie. Ça c'est déjà un point. Ensuite, l'idée c'est que en fait, au Japon, il y a un culte, tout fait culte de la nature. En fait, tout est rapporté à la nature d'une certaine manière. Alors, l'exemple que je prends régulièrement, c'est un livre consacré qui classifie un peu tous les films japonais par genre et sous-genre, qui a été écrit par Max Tessier, qui est le spécialiste, le grand spécialiste du cinéma japonais, et dont la préface a été rédigée par Nagisa Oshima. Et cette préface était intéressante par le fait que Nagisa Oshima expliquait que Max Tessier avait justifié l'efflorescence de ce cinéma par l'arrangement floral, qui est un art au Japon, qui est l'ikebana, voilà. Et donc en fait, pourquoi j'ai ramené ça à l'arbre? Parce que l'arbre, comme la fleur, sont des symboles, presque des stéréotypes de la prévalence de la nature, et en même temps de l'art, en fait, de tout ce qui est artistique, de la création artistique, voilà. Donc c'est pour ça que la forêt, elle est forcément imaginaire, mais le bonsaï, il est bien là avec ses ramifications. Et comme je vais l'expliquer par la suite, j'imagine que tu auras des questions dans ce sens-là. Je veux dire, il y a toute une filiation naturelle donc on est encore dans l'idée du bonsaï, une filiation naturelle de la part de ces auteurs, de cette triade d'excellence que j'ai choisie pour agrémenter mon ouvrage. Voilà. Il y a 4 auteurs, Ozu, Mizoguchi, Naruse et Kurosawa. Et quelle est la structure de cet ouvrage? Comment vous arrivez à les articuler? Ozu, il est tout à fait dans le culte de la nature, par le fait que il épouse la religion bouddhiste zen. C'est-à-dire qu'en fait, ce rapport à la nature, avec Ozu, il est évident, puisqu'on est dans l'impermanence des choses. C'est-à-dire on est à la fois dans deux concepts que résument tous ces films, en fait, le wabi-sabi d'un côté et le mono no aware de l'autre côté. Alors le wabi-sabi, c'est l'impermanence des choses, c'est-à-dire en fait le flux changeant des choses. On est toujours dans l'impermanence, donc on est dans le flux changeant. La patine du temps, la vieillesse. Donc c'est pour ça que, alors le rapprochement que je ferai, c'est avec le Tokyo Monogatari. Hein, c'est son récit de base, et c'est un des 5 films considérés comme un des 5, le 5e film le plus important dans le box-office des films mondiaux, quoi. Donc, c'est-à-dire le titre en français, je finis par l'oublier. Le Tokyo Monogatari, c'est le film qui a été tourné en 1953. Qui parle de l'impermanence des choses à travers ce couple qui est très âgé, qui est sur le retour de l'âge et qui va visiter ses ouailles, ses enfants. Je voulais expliquer le deuxième concept, le wabi-sabi. Alors là, le wabi-sabi, c'est la nostalgie du temps qui passe, et le concept du mono no aware, c'est complètement lié. C'est l'aspect transitoire, le fugace de la vie, quoi. En fait, la vie est fugace, et donc
voilà, et donc le rapport avec la nature, il est évident aussi, puisque chez Ozu, comme chez les autres réalisateurs qui sont surnommés et qui sont, articulés dans le livre. Comment faire cohabiter ces quatre en fait c'est très simple. C'est un petit peu le yin et le yang, c'est-à-dire le chaud et le froid. L'idée, ce serait le premier versant, c'est la sublimation de la femme, et donc c'est pour ça que peut-être un peu arbitrairement, je réunis 3 auteurs qui me paraissent fondamentaux. C'est donc Yasujiro Ozu, Kenji Mizoguchi et Mikio Naruse. Voilà, ces 3-là. Et j'ai mis complètement à part, ça serait le yang, ça serait un petit peu le yang, puisque là puisque quand on épouse la féminité, on est plus dans le yin, c'est-à-dire dans le froid, et dans le bleu, dans les couleurs bleues. Et le yang, c'est le rouge, et c'est le flamboyant. Et là, alors le yang, c'est-à-dire le deuxième versant de mon livre, ça serait Kurosawa, justement. Alors Kurosawa, parce que Kurosawa, c'est un transgressif. Voilà, c'est quelqu'un qui transgresse les codes, et qui transgresse formellement les codes, et qui, c'est un pur transgressif. Voilà. Donc son cinéma, c'est un cinéma à la fois de la féodalité, mais pas seulement, bien que c'est ça qui les fait connaître, et c'est un cinéma de la virilité, de la transgression. Était antérieur parce que. Est-ce qu'on peut le dater ? Mais par contre, à ce moment-là, moi je pense qu'il faut expliquer une chose par rapport au cinéma japonais. Est-ce que je peux prendre 5 minutes pour expliquer ? C'est facile à comprendre. D'abord, ce qu'il faut expliquer, c'est les films japonais. Il faut recontextualiser. Les films japonais, en fait, en gros, viennent d'un atavisme théâtral. Or, on va résumer, il y a 4 modes théâtraux. Il y a le kabuki, alors le kabuki, le kabuki en japonais, ça veut dire les hardes, les oripeaux. Donc le kabuki, c'est un théâtre très populaire et qui a imprégné la cinématographie. Donc il y a le kabuki en premier. Ensuite il y a le no. Alors, le no, c'est un théâtre qui est complètement stylisé, qui est un théâtre aristocrate, qui est un théâtre noble et qui était boudé par les masses populaires. Donc ça nous intéresse moins. En troisième position, il y a le shimpa. Et ça c'est très intéressant parce que tout vient de là. Le cinéma des années 20, en fait, il vient du drame shimpa. Qu'est-ce que c'est que le shimpa ? En fait, le shimpa, c'est le mélodrame qui est focalisé sur les souffrances sacrificielles de la femme, en fait. Et ça, c'est évidemment la base du cinéma de Mizoguchi, qui a complètement intégré le shimpa. Voilà. Les courtisanes, voilà. Ça, la prostitution. Alors, ça, c'est le monde flottant, c'est autre chose. Les courtisanes, on n'en est même pas encore à ce stade-là. Là, je sais pas. On resserre. Quel est le quatrième ? On resserre après. Alors, le quatrième, j'y venais, mais c'est juste l'interruption. Le quatrième, c'est le shingeki. Alors, le shimpa, pardon, je reviens sur le shimpa. Le shimpa, c'est le théâtre moderne qui focalise sur la femme et ses éplorations et ses souffrances et son côté et son oppression sacrificielle. C'est-à-dire qu'en fait, son côté victimaire sacrificiel. Voilà, en gros. Si je résume un petit peu, c'est ça. Et ça, c'est tout le cinéma de Mizoguchi. Et en dernier, le shingeki, c'est le cinéma c'est le théâtre moderne. C'est, on va dire, un avatar moderne du théâtre contemporain. Voilà, en gros. Donc là, j'ai résumé les 4. Et je pense que tout ça, ça irrigue ces quatre modalités théâtrales, irriguent en fait les mythologies de chaque réalisateur. Il y a une importance aussi donnée à la prostitution dans le cinéma japonais, ce qui n'existe pas
ou d'une façon différente dans le cinéma occidental. Ce qu'il faut expliquer, c'est que depuis les courtisanes, c'est-à-dire depuis les geishas, en fait, le mot geisha d'ailleurs explique. La geisha, c'est en fait c'est une artiste en fait, c'est une artiste de divertissement. Voilà, ça. En fait, la geisha n'a jamais, c'est pas un objet de désir, c'est devenu un objet de désir par la marchandisation des corps. Mais avant qu'il y ait le phénomène de marchandisation des corps, la marchandisation des corps, elle est venue aussi de l'occupation sous MacArthur, de l'occupation américaine, qui en 47 jusqu'à 53, il y a eu l'occupation américaine, et donc ça a favorisé puisque les GI étaient esselés, ça a favorisé la prostitution. À partir de là, il y a eu une marchandisation des corps, et donc la geisha en fait était un objet de pur divertissement. Une geisha jouait du shamisen, elle conversait aussi, elle savait converser, et puis la geisha après est devenue, son rôle c'est marchandiser aussi, c'est-à-dire qu'en fait elle est devenue petit à petit, elle a glissé, je pense que c'est devenu par un effet de transmutation. La transmutation, elle vient d'où ? Elle vient de la société en fait. Parce que l'expansionnisme de la reconstruction du Japon a amené l'efflorescence de la prostitution, et en même temps a amené une dégradation en fait de la tradition. Malheureusement, après, ça s'est galvaudé. Le statut social de la geisha est passé à la trappe. C'est galvaudé, et donc en 1957, il y a eu une loi qui a été votée qui interdisait purement et simplement la prostitution, et c'est ce que traduit très bien le dernier film de Mizoguchi, La rue de la honte, en 1956, puisqu'il montre la femme fardée qui racole, le racolage de la femme fardée. On voit, c'est la toute dernière image du film qui laisse supposer que les choses vont évoluer. Voilà. Alors, il y a aussi énormément je parlais de filiation naturelle, il y a des filiations naturelles par les thématiques, et c'est sûr que la prostitution a été abordée par Naruse, mais pas de la même façon que Mizoguchi, et que Ozu a pu le faire, mais sauf qu'Ozu, lui c'était le paradigme familial, donc la prostitution, il n'en a pas parlé de façon frontale. De nos jours, le cinéma japonais a un regain là, actuellement, depuis les années 2010, 2015, ils gagnent des prix à Cannes, etc. Ils sont très bien distribués. Quelle est la relation que vous pouvez faire entre le cinéma japonais contemporain et celui-ci des années, disons, 50, 70 ? Parce qu'on est quand même dans une nébuleuse, une immense nébuleuse, et c'est important de le signifier. On est dans une nébuleuse de films où c'est très difficile d'ordonnancer cette nébuleuse, parce que il y a une efflorescence, on retombe encore dans des clichés arboricoles ou botaniques. Hein. On est dans l'efflorescence, la nébuleuse, et donc c'est un peu. Moi, je peux pas faire de parallèle avec le cinéma contemporain japonais. Je vais l'expliquer pourquoi. Le cinéma japonais est tellement dense qu'on est forcément obligé. Il y a un arbitraire du choix. C'est-à-dire qu'on peut pas, c'est une sorte de polypier, quoi. Voilà, le cinéma japonais, c'est un polypier. Donc un polypier, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est quelque chose qui fossilise, qui se répand, voilà, comme un polypier, ça se répand, et qui a énormément de ramifications, et on revient à l'idée de l'arbre, justement, voilà. Et tout revient à l'arbre. C'est d'ailleurs pourquoi je conclus sur l'arbre, j'introduis sur l'arbre, sur le bonsaï, et je conclus sur le bonsaï. Parce que le bonsaï, c'est quand même la relique de tout ça. C'est la relique qui résume toutes ces filiations et toutes ces ramifications du cinéma japonais.